du sucre, des épices et un tas de bonnes choses. Oui, tout un tas de bonnes choses. Tels étaient au départ les ingrédients pour fabriquer le compagnon d'armes idéal. Mais du fait de son fort taux d'hyperactivité, de nervosité et de son brin de maladresse, accidentellement, le professeur Iéna ajouta un autre ingrédient à cette mixture, l'agent chimique Jägermeister. Et c'est ainsi que naquit... Silence, ou je fais évacuer la salle. Salut mes petits canidés à poil court, j'espère que vous n'allez pas bien. Non, je veux dire bien. J'espère que vous allez bien. Bon, avant de démarrer cette vidéo, je voulais juste vous dire que l'introduction n'était que de l'invention, hein, c'est de la pure fiction. Rien à voir avec la naissance de Baby Yen, qui est beaucoup plus complexe qu'un mélange de substances alimentaires et de Jägermeister, qui est plutôt ma boisson à moi et aux copains du samedi soir. Big up à vous mes alcoolos d'amour, surtout toi Samiru. On peut commencer ce nouvel épisode de FDP de Reboot avec le sourire et plein d'insultes en tête. Ah, la base. Et là on va parler d'un dessin animé qui a fait les beaux jours de Cartoon Network et de France 3. Mais bien, si je te dis des nanas qui sont super, tu me réponds? Catherine et Liliane de Canal+. Bon, techniquement ce ne sont pas des meufs, mais je les trouve plus sympas que la plupart des grognasses sur cette terre. J'espère que Marion Séclin ne regarde pas cette vidéo. Je vais me retrouver avec les féministes sur le dos et j'ai d'autres chats à fourrer, à fouetter, pardon, à fouetter. Pardon, c'est sorti tout seul. Titre. Je parle des Super Nanas, ce girls band des maternelles, et non pas ce fameux dessin animé japonais des années 80, car oui, il y a bien un animé manga qui s'appelle Super Nana. Série animée venant tout droit de nos enfileurs de hot dog préférés, les Super Nanas sont produits par Cartoon Network Studio et diffusés de 98 à 2005, comptabilisant 78 épisodes étalés sur 6 saisons. Alors les Super Nanas c'est quoi? Ben c'est tout simplement des nanas qui sont super. Ben non, je plaisante quand même. Ce sont des petites filles qui, dues à l'agent chimique X, ont obtenu de super pouvoirs. Elles savent se battre avec grande force et dérouiller leur adversaire. Elles peuvent aussi se déplacer vite dans les airs. Elles sont aussi intelligentes, enfin, pas bulles, et pas trop rebelles non plus, et belles de temps en temps. C'est des gamines quoi en fait. Des bébés. Non mais elles sont carrément connes même. Par contre elles ont un incroyable talent. Elles peuvent tenir des baguettes chinoises sans doigts. Non mais cette image résume parfaitement l'anomalie de la nature que peut être ce dessin animé. Une tête aussi grosse que celle de Monsieur Mackay dans South Park. Des yeux qui font la taille de la paire de boules de Gaëtan le Québécois. Je sens que je vais exploser dans mon pantalon. Ben, pour le coup, l'expression avoir les yeux plus gros que le ventre, ben, elle prend tout son sens. Pas de doigts, pas de nez, pas de cou. Mais elles font comment pour vivre? Super nana, super nana, super nanar, oui. Ce dessin animé a eu un succès phénoménal à travers le monde, de par son style graphique à la Hanna-Barbera et la boy toute cute des 3 rondoudous. Faut avouer aussi que le scénario reste simple mais efficace. 3 petites filles toutes mimiques créées par un professeur qui se sent seul. Master, on est d'accord qu'il y a un malaise là. Mais qui n'hésitent pas à sortir les crocs pour défendre leur ville quand le maire avec sa gueule de Mister Monopoly les appelle, pour faire face aux vilains et leurs plans machiavéliques et les terrasser. Mais d'ailleurs c'est marrant parce qu'en parlant de la ville, quand j'étais petit j'ai toujours cru qu'elle s'appelait Toonsville, la ville des jouets par traduction. Ce qui pourrait avoir un certain rapport avec la tronche de nos héroïnes là, avec leurs grosses têtes et leurs gros yeux. Sans déconner, on dirait qu'on leur a mis une pompe à vélo dans le gosier et qu'on a gonflé leur tronche à coups d'hélium. Mais regardez ça putain, il y a presque leurs yeux qui sortent de leur cavité. C'est affreux. Pardon pour cette violence. Et au bout d'un moment, je craque moi aussi, hein. Merde, pardon. Bon, après, je me suis rendu compte que la ville s'appelait simplement Townsville, soit, traduction, ville. Je suis fatigué. Le trio est composé de Bulle, le stéréotype de la petite fille mignonne blonde à couette, avec une petite voix mielleuse à la Mylène Farmer quand elle murmure. Pardon, quand elle chante. Niveau pouvoir, en plus de partager la super force et la lévitation avec ses sœurs, Bulle peut communiquer avec les animaux. Bon, alors ça c'est pratique pour dire aux moustiques d'arrêter de nous emmerder l'été. Mais elle a notre super pouvoir aussi, elle parle couramment espagnol. Moi perso, je déteste l'espagnol. Pour moi, c'est du français avec des O et des A à la fin des phrases. Et de là à dire que c'est un super pouvoir, enfin bon, vous imaginez la scène. Donne-moi l'argent vite. Hola hombre, c'est pas bien ce que tu fais. T'es qui toi? Tu veux mourir? 1, 2, 3, salsa tequila guacamole. Arc, je suis battu. Ouais, j'ai envie de burritos d'un coup. On passe à la deuxième super nénette. Rebelle. Non, pas celle-là, Baby Yen.
Voilà, celle-là. Donc Rebelle l'énervée du trio. Celle qui a ses règles en permanence tellement elle est vénère. En gros, c'est la Vegeta de la série. Alors en termes de puissance, c'est carrément la plus forte. Elle fonce dans le tas et fracasse tout. Un peu comme moi avec ta mère. Bon, si ses sœurs ont d'autres capacités intellectuelles, enfin, je veux pas trop m'avancer en disant ça, Rebelle compense carrément avec sa force brute. Bah des fois, un bon coup de poing dans la tronche vaut mieux qu'un peu de blabla. Du poignon, si tu m'écoutes, elle est pour toi celle-là, tocard. Bon par contre, qu'on s'entende, hein, elle a des pouvoirs en commun avec ses sœurs. Bah notamment balancer des lasers avec ses yeux, la capacité de voler, bref tout l'attirail d'un robot à la con. Mais en plus de ça, elle fait office d'éolienne avec ses bras en balançant des tornades. Et de Saiyan en balançant des boules de feu. Sacré brin de fille, hein. Mais malgré sa carapace d'Amazon, Rebelle cache une certaine sensibilité. Faut pas oublier qu'elle reste une petite fille de 5 ans tout de même, qui regarde des matchs de foot à la télé et qui se descend des litres de bière dans le gosier. Avec quoi, vous avez jamais maté du foot à 5 ans? Et on complète le trio par Belle. Ah, très amusant, Baby N. Donc Belle. Putain, Baby N, ta grand-mère le petit Suisse, t'arrêtes de suite tes conneries. Ta merde, con de mine. Donc Belle, la leader du trio. Putain de hyène. Donc leader du trio, c'est elle qui mène la barque. Intelligente, posée, réfléchie, et là encore, à prendre avec des pincettes. Hein. Elle sait tout de même prendre les décisions adéquates et diriger ses sœurs pendant leur opération sauvetage de la ville. On va dire que c'est une sorte de mélange de Bulle et de Rebelle, mais avec l'acquis de conscience des responsabilités qui lui pèsent dessus. Elle reste une solide épaule sur laquelle les deux autres peuvent se poser, ce qui fait d'elle naturellement la chef. Alors elle, niveau pouvoir, hein, en plus de partager ce avec sa sœur, elle en a des OP. Et vas-y que je te tire du feu et de la glace à tire-larigot. Elle a même une vision infrarouge, la bougresse. Ah, vraiment un sacré brin de fille. Hein. D'ailleurs, j'ai eu la chance lors d'un Toulouse Game Show de pouvoir faire une photo avec elle. Matez ça. Yeah. Pour résumer, Belle a été créée avec des tas de bonnes choses, Bulle avec du sucre et Rebelle avec des épices. Et tada! Ça fait les Spice Girls du bac à sable. Alors évidemment, qui dit super héroïne dit forcément super vilain. Et de ce côté-là, je peux vous dire qu'ils sont vraiment pas foutus de notre gueule. Par contre, je vais pas tous les mettre, hein. Seulement les principaux antagonistes, car j'en ai ras les pruneaux de me farcir tous les mous du genou des environs pour vos beaux yeux. J'ai ma pression artérielle qui en prend un coup avec ces conneries. Bref, donc on a la princesse pourri gâtée avec sa tronche de Tintin. Eh, ça, sans déconner. Vous imaginez si Tintin souriait comme ça? On a aussi une espèce de pou humain en salopette, matez-moi ça. On voit bien qu'il a pas inventé la poudre celui-là. Un vrai tocard lui aussi. Ah oui, on a aussi le gang des véreux. Oh là là, de pire en pire. Là, on a Ronflex qui a commencé sa coiffure du cousin machin. Oh tiens, je savais pas que Bob Razowski était devenu un émo. Et oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ça? On dirait Quasimodo à qui on aurait défoncé la gueule à coups de cloche. Et là, c'est pas le serpent de Voldemort en Bermuda? Wallah, c'est grave. Je peux vous dire que c'est vraiment pas facile pour moi. Avec le mental que j'ai, je peux forcément faire les épreuves de Koh-Lanta ou mater une vidéo ASMR de Bilal Hassani. Putain, faut s'accrocher quand même. Et à la tête du gang, on a Ace. Et hop, Baby N, je t'arrête tout de suite. Pas de référence à One Piece. Oh merde. Je sais pas si c'est le plus malin, mais ça a l'air d'être le plus normal anatomiquement parlant. Depuis 2018, c'est le nouveau bassiste du groupe Gorillaz. Me demandez pas par quelle obscure raison il a atterri là, mais faut avouer qu'il a du style. Malgré sa tronche du mec prêt à faire une connerie à tout instant. Un peu comme mon pote Vel. Nani. Bon voilà, j'ai voulu présenter rapidement les sous-fifres du mal pour arriver au boss final. La némésis du game, Mojo Jojo, le chimpanzé maléfique. Info supplémentaire pour ceux qui n'étaient pas au courant ou se rappelaient plus, Mojo Jojo était à la base le singe de compagnie du professeur Utonium, et c'est lui qui poussa accidentellement le professeur et lui fit renverser l'agent chimique X. Et oui, le True Daddy de Riri, Fifi et Loulou au féminin n'est rien d'autre que le Rafiki démoniaque avec son bocal de merde sur la tête. Bon, et évidemment, lui aussi absorba de cet agent, qui le transforma en génie du mal, sinon c'est pas drôle. Alors je vous ai vendu Mojo Jojo comme étant le boss final, le grand méchant des Super Nanas, l'ennemi juré, le Jesse, James et Miaous réunis du game. Mais à mon sens, il y en a encore un autre au-dessus. Le boss caché. L'ultime incohérence de ce plan astral. Lui. Alors quand je dis lui, c'est pour le désigner. Ce n'est pas son nom, même si ça aurait pu, vu que justement c'est son nom. Mais non, c'est pas son vrai nom, vu qu'on le connaît que par cette désignation. Mais non, c'est juste un pronom. Pour le désigner. Putain, je me gave moi-même. Tu m'as défoncé le crâne, Master. Je vais gerber. Lui est tout simplement l'incarnation du mal, représenté par un diable croisé avec le capitaine Krabs et sortant du Crazy Horse. Mais regardez-moi le sourire du malin qu'il a. J'ai les poils des couilles qui s'hérissent. Non, c'est pas vrai. Je les taille bien.
Celui-là, je peux vous dire que c'est le Shaitan en personne. À la différence des autres antagonistes, il n'est pas motivé par un réel but à atteindre ou un objectif qui lui apporterait une sorte de bénéfice égoïste. Salut toi, c'est Queen Camille. M'en bats les couilles. Lui, il veut juste la destruction de Townsville, voire du monde. Un vrai méchant à la Joker. Simple et efficace. Bon, une des autres particularités qu'a ce non-binaire des Alpes est ses sauts d'humeur. Bordel! Tantôt il a sa voix aiguë et douce de nuque, tantôt il s'arrache le gosier avec une voix grave et bien trop virile. Ouais, enfin, ce changement d'humeur persistant me ferait pencher son appellation de lui à elle. Oh oh, je salue la finesse de l'insinuation machiste misogyne là. Merci. Ça va, c'est pas grave. Ça arrive à tout le monde, hein, c'est pas bien méchant. Voilà pour la présentation de cette version. Pas mal de choses qui sortent des sentiers battus pour se fracasser la gueule directement dans le fossé. Mais vu la tronche du créateur de la série, Craig McCracken, on peut s'imaginer facilement qu'il s'est écrasé la poire dans le fossé pour nous en sortir toutes ces merveilleuses idées. Bon, comme je l'ai dit en début de vidéo, 6 saisons de 1998 à 2005, avec en prime un épisode spécial Noël, ça paraît logique comme tout dessin animé à la con, et un épisode spécial aussi pour fêter les 10 ans de la série. On peut quand même dire respect, c'est un sacré vécu pour ces chibis de Totally Spies qui reste une des séries phares de la chaîne. Et une franchise qui a eu beaucoup de succès par rapport à ses produits dérivés. Alors pourquoi diable le besoin de créer un reboot? Pourquoi relancer une série du genre? Pourquoi relancer une série qui a aussi bien marché avant? Ah, compliqué de trouver une explication, n'est-ce pas? Mais j'ai peut-être la réponse à ce sujet. Et encore une fois, ça n'engage que Bibi. Hein. En 2014, Cartoon Network annonce une refonte de la série de Derrière les fagots. Et Ludonville la diffuse en 2016. Il y a un petit bon point, c'est que le créateur original de la série, El Famoso McCracken, ne fait pas partie de l'aventure. La cause? Divergence artistique, ce qui n'annonce pas du bien pour la suite. On va pas être médisant dès le début sur ce reboot, hein. La suite de suite. Super Nana le reboot diffusé à partir d'avril 2016, toujours sur Cartoon Network puis sur Gulli, totalisant 117 épisodes étalés sur 3 saisons et qui suit toujours son cours. Il est intéressant de savoir que pour ce reboot, la VF a gardé le cast entier, ce qui est une très bonne chose vu l'attachement que l'on a. Concernant la VO, le cast est le même sauf pour les 3 personnages principaux qui ont été complètement revus. J'ai quand même ma petite préférence. Bon, ce n'est pas tout de fantasmer sur de la petite Asiate. Ah si, pour toi ça fait tout, espèce de renard de Chinatown. Bref, bon, on se concentre sur les différences par rapport à sa précédente version. L'échappée belle. D'abord le graphisme. Comme tout bon reboot, le dessin a été rafraîchi, ce qui semble visuellement tout à fait normal. Les dessins sont modernes, les couleurs sont bien flashy et les mouvements sont beaucoup plus fluides. Là où l'ancienne version ne faisait pas forcément bouger les personnages durant un laps de temps, dialogue ou face à face, c'est ce qui se faisait sur les vieux dessins animés de l'époque, notamment sur Cartoon Network. Ici c'est mieux, on a l'impression que les personnages sont vraiment vivants en clignant des yeux ou en bougeant légèrement, et qui sont pas plantés comme des putains de maïs. Sale maïs de merde. Accentués notamment par les passages de mimiques faciales, comme les yeux qui sortent des orbites ou les narines qui se dilatent. Latte. Pas mal. Comme si elles étaient pas assez cheloues comme ça. Dis donc, t'as utilisé le mot facial et dilate dans la même phrase. Tu veux chauffer les viewers ou quoi? Fais gaffe, BBM. Je l'ai dans l'avant-bras, elle va partir. Bon quand même, hein, mention spéciale au générique. Ça fait quand même vachement plaisir qu'ils aient gardé l'essence de cette intro cultissime, hein, mais revisité de façon moderne. Et puis la musique est vachement cool et colle bien à l'image. Hein. Petit extrait. En plus du côté dessin rafraîchi, on peut noter des changements au niveau des personnages. Enfin, on peut parler de détails, comme la mèche de cheveux de Rebelle, ou les 2 petits chouchous de Bulle, ou le professeur qui ressemble de plus en plus à Samurai Jack. Il y a aussi les persos secondaires qui se voient rajeunir et moderniser, mais bon, ça m'en touche une sans faire bouger l'autre. Ouais commence déjà par te les faire toucher, va. Mais bien, bordel! Au niveau des vilains, il n'y a pas forcément de changement notable, hormis de nouveaux venus pour innover, j'imagine, comme l'entrée dans le game des Fashionistas, une association entre un gorille rose et une femme, ou Ratus Minus, une espèce de mini Splinter immonde qui dirige un mecha. Non mais ne me posez aucune question là, j'ai pas envie de chercher plus loin, sinon je vais faire une rechute d'infarctus. Alors vos interrogations là, vous les calez dans la trachée artère, cordialement, évidemment. Bon après ils sont pas cons les filous derrière la série, hein. Ils ont modifié par-ci, par-là pour coller à notre période. Plus de téléphone rouge quand le maire appelle à l'aide, mais directement sur des téléphones portables. Ou bien nos 3 chibis sont maintenant en école primaire plutôt qu'à la maternelle. Ce qui colle davantage au concept, je vous l'avoue. Mais le plus gros changement pour moi, et pour ceux qui connaissent ce reboot, c'est l'apparition d'une 4e Super Nana. On l'avait déjà dans l'ancienne version avec Bisou, la bossus sans doute jumelle de l'autre chose là, qui a été créée à partir de n'importe quoi, mais au sens propre, hein. Mais aussi Bravoure, un écureuil malade mais qui a été sauvé par Bulle, lui ayant fait ingurgiter l'agent chimique X. Oui, on sait jamais, hein. Ça aurait pu être un médicament comme un autre, hein.
Petite conne, va. Bon, d'un côté, on en a une qui explose à cause de trop d'efforts fournis. Et de l'autre côté, ben, l'autre qui se barre vivre dans une forêt et la protéger parce que, ouais, c'est un écureuil, donc normal. Et heureusement que la nouvelle venue dans ce reboot semble plus coïncider au concept. Mes chers petits canidés, laissez-moi vous présenter la 4e Super Nana, Bliss. Pour faire court, Bliss est la première Super Nana à avoir été créée par le professeur et est clairement un mélange de ses 3 sœurs. Le même fourre-tout que pour ses petites sœurs, sauf qu'accidentellement, le professeur renversa de l'agent chimique W et non X. Dans cette version, il a fait tous les agents chimiques de l'alphabet. À ce stade-là, c'est pas de la maladresse, juste qu'il s'est greffé 2 poulets frits à la place des mains. Enfin, tout allait bien dans le meilleur des mondes pour notre petit duo. Sauf que les pouvoirs de Bliss évoluaient de jour en jour sans crier gare. Peu importe les situations ou émotions de notre Sailor Moon en culotte. Merde. Peu importe les situations ou émotions de notre Sailor Moon en culotte. Peu importe les situations et émotions de notre Sailor Co... Putain! Concentre-toi. Peu importe les émotions ou les situations de notre Sailor Moon en culotte courte. Bravo! Un peu comme Jack dans les Indestructibles. Après, je vous passe le baratin de sa fugue pour pas blesser le professeur avec ses pouvoirs. Sa rencontre avec un espèce de petit babard blanc du nom de Moi. Moi et moi, on était... C'est nul, putain! C'est David Lafarge Pokémon qui écrit pour eux ou quoi? Et quand elle décide de revenir voir le professeur des semaines, voire des mois après, voir s'il va bien, elle découvre qu'il n'est pas seul et qu'il est maintenant entouré des 3 petites canailles. Et elle disparaît. Comme ça. Pratique pour introduire un personnage dont on ne connaissait pas l'existence dans la précédente version, hein. Après, elle se retrouve dans le sous-sol de la maison, enfermée dans une énorme bulle d'énergie qui la contient, elle et son énergie débordante. Puis après, elle est libérée par ses sœurs et prend part à l'aventure de la protection de la ville avec ses sœurs et le professeur. Enfin bref, tout est bien qui finit bien. Alors c'est gentil, hein, voir une toute nouvelle Super Nana peut faire plaisir. Personnellement, je n'ai rien contre, mais je trouve pas ça forcément utile. Ce qui me gêne, c'est le fait d'incorporer ce genre de scénario juste pour introduire un personnage à la peau mate pour une question de diversité. Oula, le sujet sensible là. Non mais c'est vrai, là je te dis juste ce que je pense. Du fait qu'elle soit culte dans la pop culture, t'es d'accord? Ah non, là tu m'oublies. Voilà, là il veut pas se mouiller quand il est derrière la caméra. Après c'est d'actualité, hein, la diversité dans la société reste un combat de tous les jours, et c'est très bien. Alors je me trompe peut-être, mais je vois ça comme un moyen pour les producteurs de toucher un plus large public, du coup s'engraisser plus facilement niveau pognon. Donc se faire du fric sur ce genre de lutte. Vous me direz, c'est aussi le but de tout projet lucratif. Encore une fois, ce n'est que mon avis, hein, juste que je vois pas trop l'intérêt. Après, ça fait le taf. On s'attache forcément à Bliss, qui est toute mignonne, et qui est surtout la plus forte. Celle qui usurpe la place de leader à Belle, mais qui a aussi son propre lot de péripéties, hein, pour créer un lien avec le spectateur, forcément, vu qu'elle vient d'apparaître. Et notamment des péripéties amour. Ah bah oui, si toi aussi tu parles d'amour, hein. Tu sais ce que ça déclenche chez toi. Ah, sorry. Aberrant. Alors maintenant, concernant le doublage de la VF, notamment de Bliss, c'est Claudia Tagbo qui s'y colle. Une actrice et humoriste franco-ivoirienne qui commence à se faire connaître de plus en plus du grand public. Alors même si le ton de voix reste posé, naturel et peu surjoué, ce qui est un bon point, je trouve que la voix ne colle pas forcément avec la représentation de Bliss dans son ensemble. Le timbre de voix un peu cassé, donner un côté enfantin à son intonation, n'est pas forcément en adéquation avec notre 4e Super Nénette. Alors peut-être que je fais involontairement une comparaison avec les 3 autres Super Nanas qui ont des voix qui collent parfaitement à leur personnalité. Et là j'ai quand même du mal à faire la connexion entre la voix et le personnage. Après fait un très bon taf, hein, et ce n'est que mon avis, j'insiste sur ça. Ah oui, petite info supplémentaire. Comme vous avez pu forcément le constater, les super-héros sont en vogue ces derniers temps. On peut ainsi voir une parution innombrable de comics, mais aussi beaucoup de crossovers, que ce soit à la télé ou dans les comics justement. Et bien les dessins animés ont aussi leur part du gâteau. Cartoon Network en a ainsi profité pour élargir sa part de spectateurs en préparant un crossover avec les Teen Titans. Ouais messieurs dames, et non binaires. Terrible hein. Alors le speech c'est Mojo Jojo qui s'incruste dans la ville des 5 Kids United là et qui fout le bordel quoi. Du coup les super nanas répliquent, font équipe, après grosse baston, blablabla. Il y a aussi une version animée japonaise en 2006 du nom de Super Nana Zeta. Et franchement pas piqué des hannetons. J'ai bien kiffé cette version sauce nippone. Putain j'ai envie de sashimi maintenant. T'es à la limite de la blague douteuse là, mais j'aime bien. Allez babyenne, balance la petite Bertha et on passe au stand de tir. Chope là au vol. On ajuste comme il faut, je vais pas les louper ces filles de chewing-gum. Et... Ah bah flûte, loupé. Bon, malgré le fait que ça soit une version rajeunie de la série originale et qu'elle apporte son lot de nouveautés, eh bien elle n'a pas réellement d'intérêt pour moi.
mais je la conseille quand même pour son ton d'humour qui est vraiment présent. Et c'est vraiment quelque chose qu'avait pas forcément son prédécesseur. Bon, j'ai pas autant éclaté de rire que devant les compiles de Jean Lassalle, et des fois c'est peut-être un peu lourd à mon sens, mais j'ai très souvent souri par la crédulité de Belle, ou les blagues instantes de merde de Rebelle. Bon, je suis toujours pas forcément le public visé, mais comparé à d'autres reboots que j'ai précédemment présentés, bah c'est du Super Nana quoi, hein. Forcément on regarde pour le mythe, et avec plaisir. Allez, c'est la fin de la vidéo et je vous donne rendez-vous pour le 3e épisode de cette 2e trilogie. Call Yoko, here I come!